Jacob Zuma, ex-président sud-africain, est depuis quelques jours de retour dans les geôles d'une des prisons du KwaZulu. Condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, le 29 juin, la Cour constitutionnelle doit réexaminer ce lundi la peine infligée à l'ancien président pour avoir refusé de témoigner devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État sous sa présidence de 2009 à 2018. Âgé de 79 ans, il s'est constitué prisonnier juste avant l'ultimatum fixé à mercredi minuit, alors qu'il avait estimé dans une sortie devant ses partisans que le mettre en prison, c'était le condamner à mort. Des violences sporadiques ont éclaté ces derniers jours, d'abord en pays zoulou, puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics. La police a procédé à 62 arrestations depuis vendredi. Afrique du Sud, prison pour Jacob Zuma, preuve de la vitalité de la démocratie dans le pays. C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. On revient juste après l'intermède. Avec nous sur ce plateau, pour en parler, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'Ordre des coachs en développement intégral, président de l'association Fiat Monde, PDG du ATQMSA. Face à vous, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Joannès, bonjour aux coachs et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes directeur de l'information de Sika TV. Patrick Armand-Poyon, ma première question est pour vous. Jacob Zuma, aujourd'hui en prison, déjà, qu'est-ce que cela vous inspire? Je voudrais dire que c'est une victoire pour l'Afrique du Sud, c'est une victoire pour la démocratie sud-africaine, c'est une victoire pour la justice sud-africaine, c'est une victoire pour Jacob Zuma lui-même. Je crois que tout le monde gagne, mais nous verrons dans la suite comment faire en sorte que nous restons dans tout le monde gagne. Alors, Honoré Benjamin Naoum, l'ancien président sud-africain donc, qui aujourd'hui a été condamné, déjà, pourquoi, selon vous, il a accepté de se constituer prisonnier alors même que dans sa communication et dans la communication de son fils, de ses soutiens, on avait compris que visiblement, il n'était pas prêt à répondre à l'appel donc de la justice? Bon, ce qu'il faut d'abord faire remarquer, c'est que nous sommes en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, les choses ne se déroulent pas comme dans les autres pays. Vous savez très bien les circonstances dans lesquelles Jacob Zuma a quitté le pouvoir. Ça veut dire que c'est un pays organisé, on peut le dire, où force reste véritablement à la loi, où des institutions fonctionnent comme cela se doit. Il s'agit d'un cas qu'il faut déplorer parce que les hauts dignitaires de la justice, si je peux les appeler ainsi, des cadres émérites qui demandent bien entendu à Jacob Zuma de venir se présenter pour répondre bien entendu des faits qui lui sont reprochés. Mais l'homme a décidé à un moment donné de ne plus se présenter. Donc c'est en cela qu'on parle d'outrage. Et bien entendu, les magistrats ne peuvent pas accepter qu'en Afrique du Sud, qu'un citoyen, qu'il soit ou bien qu'il fût président ou pas, puisse boycotter les bancs, bien entendu, de la justice. Donc quand on est dans un cas pareil, et quand on sait que la justice est restée ferme dans sa position, Jacob Zuma était obligé de se rendre. On peut dire que c'est des menaces qui sont brandies, juste au pouvoir dans la mesure du possible, le politique peut-être intervenir pour sauver Jacob Zuma. Mais Jacob Zuma, certainement, à un moment donné, a compris, ou certainement les gens lui ont parlé. C'est vrai que c'est un homme populaire. C'est vrai que en faisant recours à son passé, les gens le disent, c'est un combattant de la liberté. Un combattant de la liberté doit savoir également que la justice est à respecter. Et comme nous sommes, bien entendu, j'insiste là-dessus, en Afrique du Sud, Jacob Zuma a compris effectivement qu'il vaut mieux baisser la garde, se constituer en prisonnier et se retrouver donc derrière les barreaux et espérer, bien entendu, une clémence. Je pense que Jacob Zuma est beaucoup plus dans cette logique-là aujourd'hui, espérer une clémence, soit de la justice ou
du milieu politique et on en parlera certainement au cours du débat. Alors, Patrick Aron-Pouillon, on avait vu dans la communication que visiblement, il n'avait pas forcément envie d'aller en prison. On a vu beaucoup de mouvements, notamment dans le KwaZulu-Natal. Des gens se sont associés pour porter la voix de Zuma. On a vu son fils prendre la parole officiellement. On avait l'impression qu'il n'irait pas en prison, finalement, contre toute attente, alors même que, on va dire, l'ultimatum donné par la justice expirait à minuit. Il s'est rendu tard le soir à la prison du KwaZulu. Oui, comme je vous l'ai dit déjà dans une émission de Sika TV, le président sud-africain n'acceptera pas une humiliation de ce genre. Il n'acceptera pas. Ça, c'est clair. Je vous l'avais dit. J'ai dit, nous plaidons pour qu'on joue ça politiquement, mais que nous savons que le président en exercice n'acceptera pas d'être humilié par quelqu'un qui refuse de répondre à la justice. L'autre chose, il faut saluer aussi la capacité du président Zuma, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, de savoir jusqu'où il ne peut pas aller. Je crois que c'est très important de lire ça. La marque des grands hommes, ce n'est pas qu'ils ne font pas des erreurs, mais qu'ils savent jusqu'où ne pas aller. Je prie Dieu que partout en Afrique et dans le monde, nous ayons des dirigeants qui comprennent jusqu'où ne pas aller. Je crois que si certains avaient compris ça, nous n'aurons pas des affaires de Cour pénale internationale à tout va sur des chefs d'État ou des anciens chefs d'État. Il est important qu'on sache qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et on ne peut pas reprocher à Zuma de ne pas comprendre ça. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Zuma même a gagné en allant se mettre à disposition de la justice. Parce qu'en le faisant, il protège ceux qu'il aime. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il y aurait eu des morts parce que parmi ceux qui l'aiment. Donc je crois que le président Zuma a le mérite de comprendre que là-bas, c'est Afrique du Sud. Là-bas, c'est Afrique du Sud. C'est pas un État voyou. C'est pas un État où on peut piétiner la justice. Je crois qu'en allant aussi, il diminue la colère des magistrats. Puisqu'il n'est pas condamné encore pour corruption, il est condamné pour outrage. Donc, en n'étant pas encore une fois dans l'outrage, il donne la preuve qu'il a changé et que si on peut être clément pour l'outrage, il va répondre. Donc, bref, c'est pour dire que les avocats ont dû parler, les politiques ont dû parler, les sages. Et là encore, il faut saluer l'Afrique du Sud dans ce sens où il y a encore des ressorts sociaux, des personnalités capables de parler et calmer le jeu. Je crois que c'est beaucoup de leçons que nous pouvons tirer pour nos différents États afin que nous puissions reconstruire ces ressorts pour que, oui, nous puissions véritablement faire en sorte que la justice soit indépendante et respectée. Alors, le président l'ancien président Jacob Zuma avait donc décidé de boycotter, on va le dire, sa participation donc à la commission dirigée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Zondo. Pourquoi, selon vous, sa défense a choisi de boycotter cela? On a vu qu'il y a eu beaucoup de communication. Il était souffrant selon sa défense. Sa santé ne lui permettait pas de se présenter souvent. Il y a eu beaucoup de requêtes. On a vu des avocats extrêmement véhéments parfois au niveau de cette commission-là. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette posture-là plutôt que de collaborer au travers d'une commission qui, a priori, n'avait pas vocation à le condamner? Non, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que Jacob Zuma était président. Et il sait très bien les actes qu'il a posés. Il sait ce dont on l'accuse. Et il doit certainement savoir là où se trouve la vérité. D'autant plus qu'il a été aux affaires. Donc ces accusations qui sont portées sur lui ne sont pas venues du ciel. C'est sur des faits que la justice veut enquêter. C'est sur des allégations, on peut le dire. Jacob Zuma est en droit de dire que ce sont des allégations. Mais au fond de son âme, il sait à quel niveau il s'est impliqué. Mais ce qui est important, et quand on regarde la posture de Jacob Zuma, c'est beaucoup plus une posture politique. C'est pas la posture d'un homme, d'un citoyen. Il s'est dit peut-être qu'il est ancien président de la République. Il est aimé par un certain nombre de citoyens, leader incontesté
au moment de l'apartheid. Donc, voilà un homme qui doit, dans son esprit, se dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment à faire devant les tribunaux? Mais ça, c'est le comportement d'un politique imbu peut-être de sa personnalité. Mais il n'est plus aux affaires. Et c'est d'ailleurs pour des faits de corruption, pour ces dossiers-là, qu'il a été déchargé. Donc qu'il choisisse d'utiliser cette stratégie, je le dis une fois encore, c'est une stratégie purement politique. Donc en se cachant derrière une stratégie politique, il espère peut-être que la justice oublie, ou bien il espère peut-être une intervention politique, ou tout simplement parce que c'est un homme qui ne veut pas se voir humilié. C'est quand même difficile, hein, quand vous êtes grand et que du jour au lendemain, on vous appelle à vous asseoir sur un banc pour qu'on vous pose des questions sur des faits de corruption et autres. Vous devriez dire quand même que, bon, je suis au soir de ma vie parce que 79 ans, et quand vous mettez sur un banc d'accusé, vous allez vous dire, mais c'est l'humiliation. Donc je crois qu'au fond de Jacob Zuma, il doit savoir les actes qu'il a posés, mais tout simplement, il refuse d'être humilié. Il refuse de porter cette charge-là, et c'est pourquoi il adopte cette posture qui n'est pas bien, en réalité. Moi, je pense que Jacob Zuma devrait normalement assumer sa responsabilité. Maintenant, je ne sais pas, au fond, qu'est-ce que les tests prévoient pour sa présentation. Est-ce qu'il peut se faire représenter dans les règles de l'art? Est-ce qu'un avocat puisse répondre? Mais à un moment donné, la justice peut dire, nous voulons écouter l'intéressé même, parce qu'il a été quand même président. C'est pas n'importe qui. La justice peut dire, on peut écouter, on veut écouter. On insiste à voir Jacob Zuma, au regard des éléments que la justice dispose. Donc, si c'est le cas, je pense quand même que Jacob Zuma doit pouvoir comprendre le niveau ou bien l'organisation du système judiciaire de son pays, parce que d'abord, en tant que président, il doit normalement défendre ce système, cette organisation. S'il avait peut-être des choses à reprocher, il aurait pu le faire avant. Mais aujourd'hui, il est en situation de faiblesse, parce qu'il n'est plus au pouvoir, et en plus, on l'accuse de certaines choses. Il doit normalement pouvoir répondre pour permettre à la justice de faire le vide. Moi, je pense que Jacob Zuma peut bel et bien faire confiance au pouvoir judiciaire de son pays. Ce n'est pas comme ce que nous vivons dans d'autres pays. On peut vouloir du mal à Jacob Zuma. Il doit normalement, en tant qu'ancien président, il a donné des coups à des gens qui veulent lui rendre la monnaie. Il doit quand même comprendre que nous sommes dans une société où vous ne pouvez pas être accepté dans tous les milieux. Les gens peuvent inventer tout sur Jacob Zuma. Les gens peuvent lui jeter la pierre. Mais devant la justice, il doit pouvoir apporter ces éléments de contradiction, se faire entendre, se faire coacher par ses avocats et répondre dans les règles de l'art. Et si, dans la mesure du possible, il est blanc, il pourra donc bénéficier de sa liberté. Alors, Patrick Armand-Pouillon, pourquoi avoir choisi la stratégie du boycott face à une commission, je le rappelle, qui devait l'écouter et peut-être transmettre des dossiers à un tribunal pour engager des poursuites. La commission Zondo, donc, devait écouter un certain nombre de personnalités. On a vu beaucoup de directeurs de grandes sociétés qui ont donc trempé dans des affaires de corruption passées. Pour le cas Zuma, il y est allé quelques rares fois, mais après, sa défense, ses avocats ont donc estimé qu'il n'était pas en mesure de continuer à y aller. Il a opposé des refus et aujourd'hui, il se retrouve condamné alors même qu'il aurait pu coopérer. Je voudrais espérer grandement que les avocats vont écouter ce que je vais dire en ce moment en réponse à votre question. Vous savez, nous avons voté des lois un peu partout dans le monde. Mais s'il s'agissait d'appliquer rigoureusement la loi, on allait mettre la loi dans un ordinateur et quand quelqu'un fait quelque chose, on tape les données et l'ordinateur allait nous dire coupable, innocent, acquitté. Mais on n'a pas fait ça. On a mis des juges, des magistrats. Parce qu'on s'est dit, la loi doit être humainement interprétée dans des circonstances données, dans des situations données,
pour que la loi ne soit pas que des écrits, qu'un être humain analyse la situation et décide. Première chose. Deuxième chose, les avocats savent au tribunal, il ne s'agit pas de démontrer qu'on est innocent ou coupable, il s'agit de démontrer qu'on n'a pas de place en prison. Contrairement à ce que les communs de mortels ne savent pas, ils pensent qu'on va au tribunal pour démontrer qu'on est innocent. C'est ceux qui font cette erreur qui sont en prison. On va au tribunal pour dire, conformément à la loi et aux circonstances, je ne dois pas être arrêté. Bref, tout cela crée un environnement pour le droit, un environnement pour le métier d'avocat qui n'est pas enseigné en sciences juridiques. L'avocature est devenue stratégie. Ce n'est plus que le droit, c'est purement stratégie. Je vais vous citer des faits. Les hommes politiques font toujours l'erreur de s'attaquer à la justice. Alors que lorsque les êtres humains sont attaqués, ils sont émotionnellement fâchés. Et dans ces conditions, vous pouvez avoir, non, là maintenant, les magistrats contre vous, non plus prêts à dire le droit, mais contre vous. Avant qu'on ne me parle de l'Afrique, allons en France. François Fillon, dès que les premières informations sont sorties, aurait pu se retirer comme le président de l'Assemblée nationale, comment il s'appelle, François de Rugy, je crois, qui s'est retiré. Vous n'allez plus avoir rien du tout. Mais dès qu'on dit, il raconte des conneries, c'est politique, c'est ceci, les autres, pour démontrer que ce n'est pas politique, vont chercher d'autres éléments à ajouter au dossier pour démontrer que ce n'est pas politique. Et c'est comme ça que les hommes politiques se tuent, s'assassinent, en voulant combattre la justice. Je vais aller plus loin. Avant de revenir à votre question, Nelson Mandela était président de l'Afrique du Sud. Son ex-épouse, la mère de ses enfants, est impliquée dans des dossiers. Non seulement il a encouragé à répondre, mais le président de la République vient s'asseoir au tribunal pour soutenir sa femme. Résultat, vous avez vu, Winnie a été presque acquitté dans tout. Parce qu'ils ont respecté la justice et indirectement, ils ont joué sur l'émotion des juges et ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, rappelez-vous, avant de répondre à votre question, que Zuma était président quand ça a commencé. Et ça n'a pas commencé avec viens répondre. Ça n'a pas commencé avec tu vas aller en prison. Ça a commencé avec il faut rembourser. Il faut rembourser. Parce qu'il avait pris de l'argent soi-disant pour construire sa maison et on dit il faut rembourser. Et ça, la cabale contre la justice a commencé. Président de la République. Il s'agissait de rembourser en ce moment que je vous assure qu'il n'y aurait pas eu les autres dossiers. Il n'y aurait pas eu les autres dossiers. Donc, le fait d'avoir refusé et d'avoir combattu la justice a dû chercher autre chose pour l'accabler. Parce qu'il y avait autre chose. Donc, résultat, on a trouvé autre chose. On a commencé par l'accabler. S'il n'avait pas fait ça, il serait encore peut-être président de l'Afrique du Sud. Et ce n'est pas tout. Revenons encore à pourquoi il adopte cette posture. Parce qu'au-delà de la justice, il y a le combat pour le contrôle de l'ANC. Donc, ce n'est pas seulement un combat juridique qu'il est en train de faire, il est en train de faire un combat aussi pour le contrôle de l'ANC. Et donc, en perdant juridiquement, il est en train de perdre le contrôle de l'ANC. Donc, bref, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs politiques, alors qu'on se devait s'attendre à ce qu'un grand homme politique comme lui ne fasse pas des erreurs politiques. Et il y a les avocats qui n'ont pas eu le flair parce que de plus en plus, les procès ne sont plus que juridiques, ils sont devenus stratégiques et donc il faut penser à des coups de stratégie dans les écoles de droit. Alors, la Cour constitutionnelle condamne donc Jacob Zuma à 15 mois de prison ferme. Il y a une relecture, un réexamen donc de cette décision-là. Selon vous, est-ce que l'ancien président, Jacob Zuma, on va le dire, mérite quand même le sort qui est le sien aujourd'hui? Je voudrais raconter une petite histoire pour permettre aux uns aux autres de comprendre ce qui arrive un peu à Jacob Zuma. Vous savez, il y a un jeune homme qui a été recruté dans une société et a travaillé durant un certain temps et son patron a décidé de le licencier. Donc, il y a eu ce problème de malcompréhension entre les deux. Il y a certains qui sont intervenus pour dire tout simplement trouver un terrain d'entente au lieu d'aller devant les tribunaux. Tous ceux qui peuvent faire la médiation, on a fait la médiation. Mais le jeune homme en question a tenu dur
Il voulait coûte que coûte aller au tribunal et se faire dédommager, voir son patron condamné. Mais vous savez, ce qui lui est arrivé, c'est quoi? Arrivé au tribunal, il y a bien entendu le patron qui a cherché plus à connaître sur lui. Et qu'est-ce que ce patron a brandi au tribunal? C'est qu'il avait eu un faux diplôme. Et donc, au lieu donc de faire le procès sur son licenciement, c'est d'abord le procès sur son faux diplôme qui a été fait. A été brandi. Et l'homme a été condamné, le jeune homme a été condamné pour ça. C'est juste pour dire, c'est l'erreur que Jacob Zuma vient de commettre. Jacob Zuma ne veut pas aller en prison, ne veut pas se voir condamné par la justice de son pays pour aller en prison. Mais il est où maintenant? Il est en prison. Alors que le dossier pour lequel on le cherche, le dossier n'est même pas encore déballé. Le dossier est encore plié, non déballé. Et il est déjà en prison pour outrage, pour un fait qu'il pouvait donc oublier. Ça veut dire que, en temps normal, on est sur ce plateau en train de parler. Jacob Zuma serait peut-être dans son lit, à cette heure-ci, en train de prendre son petit déjeuner ou en train de manger ou avec son épouse, peut-être en train de regarder la télé et autres, mais il est en prison. Et le dossier pour lequel on le cherche, c'est pourquoi chaque homme devrait gagner en maturité. Je pense que sur ce coup, Jacob Zuma est passé totalement à côté. En choisissant cette mauvaise posture, Jacob Zuma aurait pu peut-être négocier, tenir dur avec les magistrats pour dire, bon, voilà, je ne veux pas aller au tribunal, je ne veux pas répondre. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Ces avocats peuvent aller et tempêter sur tous les médias pour dire, bon, voilà, le président Jacob Zuma, c'est vrai, c'est un ancien président et autres, il veut peut-être répondre de sa maison, mais il y a des procès qui sont organisés. Avec la technologie aujourd'hui, on peut dire, bon, ok, on va écouter le président Zuma, mais on va le prendre par vidéoconférence et autres. Donc, je pense quand même que il y a plusieurs stratégies que Jacob Zuma pouvait utiliser, mais il a laissé ces stratégies pour compter sur sa popularité, pour son titre d'ancien président, et a totalement gaffé. Il faut le dire. Donc aujourd'hui, Jacob Zuma doit pouvoir comprendre, et je suis sûr qu'il a compris. Et c'est pourquoi finalement il a décidé de se rendre pour aller répondre donc de son accusation. Et il faut donc inviter chacun, et surtout les leaders, à savoir qu'à un moment donné, il faut se remettre entre les mains de la justice si la justice vous appelle. Mais au même moment, il faut exiger des États de libérer le secteur de la justice. Parce que si vous êtes dans un pays où la justice est bien organisée, le citoyen qui se sent peut-être pas coupable a la facilité d'aller se présenter. Parce qu'il sait qu'il va présenter ses arguments. Et ces arguments qui vont battre en retraite tout ce que les autres sont en train de brandir. Mais quand vous êtes dans un système qui n'est pas organisé, vous avez peur d'aller vous asseoir. Mais je pense quand même que le système sud-africain est plus ou moins organisé, qui devrait donner plus de confiance à Jacob Zuma, mais tout simplement, il a choisi une mauvaise posture. Une mauvaise posture, oui. Donc, que l'ancien président a choisi, Patrick Armand-Poyon, 15 mois de prison ferme. Est-ce que, selon vous, il y aura, on va le dire, une révision de cette peine-là, puisque la Cour constitutionnelle réexamine donc cette peine? Je voudrais profiter de ce que a dit le DI pour insister sur le fait que lorsque des dossiers sortent sur vous, vrai ou faux, même si les dossiers sont faux, il vaut mieux faire profil bas, aller se présenter pour démontrer le contraire, que d'aller dans les déclarations intempestives sur les médias. C'est très important. Parce que quand vous le faites, les autres n'ayant rien contre vous, ils vont, c'est vrai, vous avez raison de tempêter parce qu'il n'y a rien dans le premier dossier. Mais ils sont obligés maintenant d'aller chercher. Pour pouvoir se justifier, ils sont obligés d'aller chercher, comme l'exemple de ce jeune homme. C'est pourquoi on dit une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Vous imaginez quelqu'un qui dépose plainte pour non-paiement de loyer et qui se fait rattraper par le service des impôts pour les impôts sur tous les loyers qu'il a pris, qu'il n'a pas payé. Parce qu'il est au tribunal en train de défendre le fait qu'on n'a pas payé loyer, alors qu'il oublie qu'il est en train de dire indirectement, j'ai pris des loyers pendant des années sans payer les impôts là-dessus.
Et le service des impôts étant là pour écouter, il a fini, on l'a interpellé pour payer ses impôts. Et les impôts payés sont largement supérieurs à ce qu'il réclamait. Donc vous voyez, c'est-à-dire cette affaire d'aller en cabale. J'ai donné l'exemple de François Fillon. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est-à-dire que dès qu'un petit incident est arrivé, on a déjà fait conférence de presse, on a déjà alarmé le monde. Maintenant, les autres qui sont coupables, oui, parce qu'ils ont fait une arrestation arbitraire, sont obligés maintenant d'aller fouiller pour trouver quelque chose, pour ne pas passer pour arrestation arbitraire. Et c'est là que ceux qui n'étaient pas sortis commencent par sortir. Le cas Fillon est très illustratif. On lui a reproché quelque chose, il a dit que c'est faux, il a attaqué et les choses ont commencé par sortir. Par contre, le président de l'Assemblée nationale en France, on lui a reproché quelque chose, il a fait profil bas, il a quitté le ministère et on n'a plus entendu de suite. Donc vous voyez un peu, il faut savoir faire profil bas à des moments donnés pour éviter que ce qui n'était pas dans le dossier rentre dans le dossier. Pour revenir à Jacob Zuma pour les 15 mois, je crois qu'il est logique que la justice, tenant compte du fait qu'il s'est rendu lui-même, que la justice en appel puisse voir comment diminuer cette peine, puisque le but est pédagogique. Outrage à magistrat, c'est beaucoup plus un but pédagogique. Je crois que la pédagogie a fait son œuvre, qu'on puisse diminuer un peu la peine pour outrage et commencer le procès en bonne et due forme par rapport à ce qu'on lui reproche. Alors, des scènes de pillage et d'incendie sont déclenchées, notamment au pays Zoulou et à Johannesburg. Qu'est-ce que cela exprime, Honoré Benjamin Nahou? Non, c'est peut-être une stratégie politique une fois encore. Les gens qui vont dire, ils vont montrer un peu les muscles dans les rues de Johannesburg et autres pour permettre quand même aux juges d'être beaucoup plus cléments. Mais par derrière, vous savez qu'il y a des badauds qui ont pris d'assaut les boutiques et autres. Ils ont profité donc de ces scènes de frustration, de protestation pour bien entendu organiser des pillages. Donc ça prend donc une autre dimension de la délinquance tout simplement. Et c'est des choses à déplorer et on va tout simplement espérer que la police puisse recadrer tout ça. Mais il faut laisser les gens protester et dire leur indignation. Jacob Zuma n'est pas n'importe qui, même si devant la justice c'est un citoyen ordinaire, c'est un ancien président. Il doit avoir ses supporters, il doit avoir ses sympathisants et autres qui vont déplorer le fait qu'on le met en prison. Donc pour outrage et espérer donc une clémence. Donc protester dans les rues, c'est pour envoyer un signal au juge, pour dire au magistrat, c'est vrai, vous l'avez condamné, il a accepté de se constituer en prisonnier, et voilà, donc il est en prison, mais on revoyait un peu sa peine. Et ça, c'est ce que nous devrions espérer. Moi, je pense quand même que 15 ans, pour Jacob Zuma, 15 mois plus tôt, pour Jacob Zuma, rien que pour outrage à magistrat, c'est peut-être un peu dosé. Donc, la haute juridiction va se pencher sur son cas. L'idéal, c'est qu'on puisse revoir la peine. Et même si on le condamne pour quelques mois, je suis même en mesure de demander, par exemple, à Cyril Ramaphosa d'intervenir, pourquoi pas, de prendre une décision pouvant permettre à Jacob Zuma de retourner chez lui. Mais Jacob Zuma doit prendre la résolution de répondre à la justice quand la justice l'appelle. Ça, c'est fondamental. Donc, on va certainement voir une remise de peine pour Jacob Zuma. Je suis beaucoup plus dans cette attente-là. Alors, Patrick Avampoyon, il y a des scènes d'incendie donc, qui sont déclenchées, notamment dans le fief de naissance de Jacob Zuma. Est-ce que, selon vous, cela participe aussi de sa stratégie qui avait quand même été de mobiliser, on l'a vu sortir après donc cette condamnation-là, parler devant ses militants, chanter, danser, comme à son habitude? Vous voyez, nous sommes en train de parler de Jacob Zuma, qu'on accuse de tout et rien, et vous allez voir que chacun de nous parle de lui avec beaucoup de respect. C'est la preuve qu'il n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes en train de parler de quelqu'un dont on accuse de tout, mais chacun de nous parle de lui avec respect. C'est la preuve que Jacob Zuma est quelqu'un. Vous savez, cette affaire de simple citoyen devant la loi, bon, nous donne parfois l'impression que, bon, on est la même chose, quoi. J'ai l'habitude de dire que c'est pas parce que les moutons marchent ensemble qu'ils ont même valeur. Hein. Les moutons sont tous des moutons, ils marchent ensemble,
mais d'autres coûtent 35 000, d'autres coûtent 20 000, d'autres coûtent 15 000. Bref, Jacob Zuma n'est pas n'importe qui. À partir de cet instant, vous comprenez qu'il y aura des gens prêts à mourir pour Jacob Zuma. Il y aura des gens prêts à mourir pour Jacob Zuma. Donc, à partir de cet instant, je vous dis, il y a un enterrement à Porto-Novo où beaucoup de personnes étaient en train de pleurer. Alors, une dame a demandé aux autres combien le mort leur doit. Et les autres disent comment? Il dit, moi, il me doit de l'argent, c'est pourquoi je pleure. Vous pleurez pourquoi? Et les autres disent, non, nous on lève. Il dit, alors remboursez mon argent. En fait, dans la logique de la dame, si on ne peut pas pleurer parce qu'on n'a pas d'état. Alors qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour Jacob Zuma. Vous connaissez son parcours. Donc, on n'a même pas besoin de manipuler avant que certaines personnes ne sortent. On n'a pas besoin de manipuler avant qu'il y ait réaction. Donc, c'est comme si, vous savez, on dit quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais il y a des personnages en Afrique, lorsqu'ils disparaissent, mais ces gens sont prêts à mourir pour les suivre. Donc, à partir de cet instant, Jacob Zuma est un combattant. Et un combattant, il a certainement... Et vous oubliez de quelle ethnie il est. Donc, vous comprenez que dans cette ethnie, on ne lâche pas simplement les hommes. Donc, bref, comme l'a dit le DI, il faut véritablement que on puisse, maintenant qu'il s'est rangé lui-même, et je sais qu'il y a eu des garanties comme ça pour qu'il se range, maintenant qu'il s'est rangé lui-même, on puisse diminuer la peine et que le président de l'Afrique du Sud puisse voir dans quelle mesure il peut communier cette peine en résidence surveillée ou autre pour que maintenant il réponde à la justice par rapport à ce qu'on lui reproche. De toutes les façons, l'honneur des magistrats est lavé, l'honneur des magistrats est sauf maintenant, on peut passer au procès. On peut passer. Je tiens à préciser quelque chose fondamentalement sur ce volet-là, pour dire que Jacob Zuma, c'est un ancien président, que son pays respecte, que la justice respecte. Parce que si c'était un vil individu, un citoyen ordinaire, on n'a même pas besoin d'aller le condamner pour ça. Pour 15 ans, c'est qu'on envoie un détachement, on va le récupérer. Vous voyez, dans certains pays, les gens sont en train de dormir dans leur lit et on envoie un commando, on va les chercher, on va les capturer. Tout simplement parce qu'on veut les obliger, bien entendu, à répondre, ou bien on vous accuse. En attendant de chercher même les preuves ou bien de vous condamner, vous devez d'abord en prison. Donc cette barbarie-là qui se déroule dans certains pays, l'Afrique du Sud n'a pas choisi cette posture. Parce que l'Afrique du Sud respecte d'abord son ancien président. Jacob Zuma, c'est un combattant de la liberté. On ne peut pas lui dénier ce droit-là, ce titre-là. Donc, la justice respectant l'homme, l'homme également doit respecter en retour la justice. Donc, nous sommes tout simplement devant ce cas d'espèce. Parce que si la justice avait voulu utiliser la force pour aller chercher Jacob Zuma Manu Militari, mais effectivement, il y aura bain de sang. Donc, la justice a bien réfléchi en choisissant l'autre voie. On le condamne. Et dès qu'on te condamne, c'est que tu dois avoir ta place en prison. Donc, il faut quand même saluer la clairvoyance des magistrats sur ce volet-là pour amener Jacob Zuma à comprendre qu'il vit ou bien il appartient à un pays organisé. C'est ça qu'il faut souhaiter pour les autres pays du continent africain, où vous voyez des chefs d'État qui sont là et qui briment tout le monde, qui tiennent tout le monde en respect, et qui régente un pays, alors qu'un pays, ça s'organise. Il faut organiser les choses, il faut laisser les secteurs se revitaliser et mettre les moyens qu'il faut pour que la justice fonctionne, pour que tous les autres secteurs fonctionnent dans le pays. Donc, quand vous êtes devant un cas pareil, une figure pareille, vous devriez saluer tout simplement l'Afrique du Sud. C'est d'abord un pays qu'il faut célébrer. Au-delà de Jacob Zuma, au-delà des 15 mois de prison, c'est une leçon. C'est une leçon que l'Afrique du Sud nous envoie et les autres États doivent pouvoir travailler à s'aligner. Et ce qui est quand même dommage, c'est quoi? C'est que ces merveilles-là, on les retrouve souvent dans les pays anglophones. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense quand même que les nations francophones également doivent pouvoir copier ces choses-là. Vous voyez, en France même, c'est un pays qui a colonisé donc un certain nombre de pays où on voit des choses quand même déplorables. Mais en France même, vous avez vu, Nicolas Sarkozy a été convoqué. Il a répondu. Il est allé au tribunal se défendre. Et ce monsieur, quand je le vois, je suis séduit. C'est un bagarreur. Et c'est le modèle qu'il faut vendre ça. Donc,
Jacob Zuma doit pouvoir tirer la leçon et permettre aux choses d'évoluer en Afrique du Sud. Patrick Armand-Poyon, comment un ancien chef d'État qui a quand même été, vous l'avez tous souligné sur ce plateau, un combattant de la liberté, il a fait la prison de Robben Island pendant 10 ans, comment un profil comme ça arrive, on va le dire, en griffe à se sucrer sur le dos du peuple sud-africain? On parle de plusieurs milliards de détournements, on parle de plusieurs milliards de rands de frais d'avocat engrangés alors qu'il est chef d'État. On parle de beaucoup de scandales de corruption. On parle notamment de la famille Gupta. Il y a beaucoup d'affaires qui attendent Jacob Zuma. Comment c'est possible qu'un profil célébré, un profil de combattant de la liberté se retrouve autant englué dans des affaires dans un pays comme l'Afrique du Sud? Je voudrais d'abord dire que si sur ce plateau nous sommes unanimes pour être fiers de l'Afrique du Sud, il faudrait qu'on précise de quoi on est fiers pour que tout le monde ne mette pas en prison les anciens chefs d'État pour dire que M. Daoum, M. Pouillon et puis M. et choses là. Non, nous sommes ici. C'est une bonne précision. La justice sud-africaine a respecté Jacob Zuma. Et que c'est Jacob Zuma qui n'a pas respecté la justice et la justice s'est fait respecter. C'est ça qu'on est en train de saluer. Donc il faut d'abord que la justice soit justice, que la justice respecte les anciens chefs d'État. Et maintenant, les anciens chefs d'État doivent respecter aussi la justice. C'est ce que nous saluons. Parce que si on ne fait pas cet équilibre, on va penser que, bon, on va faire le lien tout de suite pour dire, donc en Mauritanie, on est d'accord aussi. Non. En Mauritanie, le président mauritanien a refusé aussi de répondre à la justice. Et il y a eu la suite que nous savons. Mais il va falloir que la justice prouve dans les jours à venir qu'elle est vraiment indépendante par rapport à ça. Donc bref, c'est pour dire que je clarifie ça. Nous avons salué le fait que l'Afrique du Sud, et le DEI l'a dit, l'Afrique du Sud a respecté le statut de Jacob Zuma. Maintenant, Jacob Zuma n'a pas respecté. Et j'ai précisé que s'il avait respecté la justice, il serait peut-être même président encore. Parce que s'il avait respecté la justice, il n'y aurait pas eu les autres dossiers qui sont venus après. C'est le non-respect de la justice qui a entraîné les autres dossiers. Puisque le clivage entre lui et la justice a amené le ministre des Finances à parler. S'il n'y avait pas cette bagarre entre lui et la justice, le ministre des Finances n'allait pas parler, n'allait pas être renvoyé et tous ces dossiers ne seraient pas sortis. Cela étant, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Faites le tour dans un certain nombre de pays où on a laissé des hommes de Dieu gérer l'argent et vous comprendrez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'homme doit faire attention et se protéger lui-même. Vous avez vu, si vous regardez le parcours de Nelson Mandela, à la sortie de prison, il est resté loin des questions d'argent. Parce que quand on est proche des questions d'argent, la tentation est grande. On a vu les hommes de Dieu, tu les vois dans d'autres pays, très corrects et tout, mais dans d'autres pays où on a laissé la gestion de la caisse des lieux religieux aux hommes de Dieu, le dérapage est arrivé. L'argent corrompt et corrompt dangereusement. L'argent corrompt et corrompt dangereusement. Le profil de Jacob Zuma, c'est quand même un profil célébré en Afrique du Sud. Quelqu'un qui a fait de la prison, c'est quand même pas rien, 10 ans de tôle pour ses convictions. Il est sorti, il a été célébré, porté comme chef d'État. Et c'est vrai qu'il y a, on va dire, quelques couacs par rapport à sa personnalité et tout. Qu'est-ce qui explique qu'un profil comme Jacob Zuma se retrouve dans autant d'affaires? On l'a surnommé même le président Téflon. Il arrivait toujours à tremper dans des affaires et à s'en sortir. Non. La leçon fondamentale qu'il faut retenir de ce qu'est devenu Jacob Zuma aujourd'hui, ou bien de son passage à la présidence de la République avec tous les faits qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est qu'il faut retenir fondamentalement, quand vous êtes à la touche, vous avez la capacité d'opiner en tant que leader peut-être de l'opposition. Vous avez une grosse responsabilité en devenant chef d'État, en rentrant en action. Vous devez reconnaître votre passé et ne jamais l'oublier. Vous avez vu aujourd'hui, partout, que ce soit en Afrique ou dans les pays développés,
il y a de véritables combattants qui ont tenu des discours, qui ont séduit leur peuple, mais une fois devant la marmite, ont oublié entièrement le passé. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Jacob Zuma. Parce que pour son parcours, et en venant au pouvoir, après quelqu'un que nous connaissons, célébré par le monde entier, c'est qu'il devrait faire doublement ou triplement attention. Mais il n'a pas fait attention. Et malheureusement pour lui, c'est tellement... Parce que le dossier entièrement n'est pas dévoilé. C'est vrai qu'on l'accuse de tout. Le procès va se faire certainement du jour au lendemain pour nous permettre de savoir le rôle que Jacob Zuma a joué dans ces affaires-là. Mais je pense quand même que Jacob Zuma a pris des risques énormes pour sa famille politique, pour lui-même, pour ses amis et autres. Parce que ce qui tue la gouvernance est surtout l'attribution des marchés publics, où on préfère opérer entre copains. Mais quand vous êtes homme d'État, chef d'État, et que vous n'avez pas des hommes de main, et que vous êtes obligé d'intervenir vous-même dans des histoires bizarres, ou bien des gens, vous allez voir un président de la République qui peut prendre son téléphone et appeler, alors que quand tu prends ton téléphone et tu appelles, mais tu ne sais pas qui t'enregistre, qui t'écoute. Donc, quand on est chef d'État, on doit faire plus attention, comme plus que tout le monde. Au lieu de déléguer vos pouvoirs, parce qu'on va même dire que les murs ont des oreilles, où vous allez voir des hommes forts qui se retrouvent au bord de la mer pour pouvoir opiner. Des gens qui sont ensemble, qui se parlent, vous n'allez même pas savoir qu'ils sont ensemble. Pour ceux qui regardent les films, vous voyez toutes les stratégies qu'on développe pour, bien entendu, voiler un certain nombre de choses. Mais vous allez voir des chefs d'État qui sont engagés dans tout, parce qu'ils pensent qu'ils sont chefs d'État et ils peuvent décider pour tout le monde. Et au soir de leur vie, ils se retrouvent dans la situation de Jacob Zuma. Et beaucoup de chefs d'État vont se retrouver dans ces histoires-là. Regardez aujourd'hui, quand vous prenez le président angolais, il est où? L'ancien président. Malgré qu'il a donné le pouvoir à son dauphin, à son homme de main, à son fils, il peut le dire. Mais il est où aujourd'hui? Il est hors du territoire. Ses enfants, dehors. Et le pays est régenté autrement. Donc, quand on arrive au pouvoir, il ne faut pas oublier les causes qui ont été défendues par le passé, les ambitions qu'on a prônées, l'idéal qu'on a prôné, malgré les difficultés. Parce qu'un pouvoir, ce n'est pas vous seul, c'est l'entourage. Mais votre fils, votre propre fils, en tant que président de la République, votre propre fils va poser des actes ignobles qui vont vous retourner sur la tête. Votre femme va poser des actes ignobles qui vont vous retourner sur la tête. Donc, quand vous devenez président de la République, vous devez prendre beaucoup de mesures. On voit des gens qui, une fois au pouvoir, impliquent leurs enfants, impliquent leurs femmes dans la gouvernance, les cousins, les copains, les amis d'hier et autres. Mais tous ces gens-là, en réalité, sont des voraces. Et donc, quelles sont les histoires qui ont été développées sous Jacob Zuma pour qu'aujourd'hui il se retrouve dans cette situation-là? Quel a été son niveau d'implication? Je pense qu'il est normal que la justice puisse quand même enquêter sur tout ça et révéler. Parce que ce n'est pas parce que Jacob Zuma a été un ancien président de l'Afrique du Sud qu'il ne doit pas être condamné. Mais la justice doit jouer son rôle et afficher son indépendance. Coach a insisté là-dessus. Ce qu'on célèbre, c'est l'indépendance de la justice. Ce n'est pas juste envoyer quelqu'un en prison, on va dire, au regard de ça, certains vont vous voir dans la rue pour dire, c'est vous qui défendez, qui saluez l'Afrique du Sud parce qu'on a mis le président Jacob Zuma en prison, mais dans votre pays, vous ne célébrez pas qu'on puisse interpeller telle ou telle autre personne. C'est une aberration, c'est pas de ça on parle. On parle d'un pays organisé où la justice fonctionne. C'est ça qu'il faut célébrer. Et non pas célébrer, applaudir, et comme un coach l'a dit, applaudir qu'on a envoyé quelqu'un en prison. Non, parce que ce n'est même pas la règle. La prison, c'est l'exception. On ne prône pas la prison. On ne peut pas prôner la prison. L'idéal, c'est de fermer les prisons et ouvrir les écoles. Donc, fondamentalement, on doit quand même continuer à conscientiser nos citoyens et les appeler à comprendre l'enjeu. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique se réveille en luttant contre la corruption, les intrigues que nous avons au sommet de l'État, des chefs d'État qui deviennent tout puissants
une fois qu'ils ont accédé au pouvoir, alors que c'est le comportement qu'ils ont toujours dénoncé. C'est une aberration. Et donc, c'est sur ces choses-là qu'il faut vraiment travailler pour que l'Afrique puisse retrouver quand même sa place dans le concert des nations. Alors, Patrick Amompouyon, on voit effectivement beaucoup d'hommes politiques promettre tout au peuple, mais ils accèdent à la fonction suprême, ils changent. Jacob Zuma est forcément un cas pareil. Son profil ne faisait pas de lui un corrompu, mais il est devenu corrompu. Les exemples sont légion. Est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt ou c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez révélé l'homme que le pouvoir le corrompt? Parce qu'ils n'ont pas écouté leurs prédécesseurs. Sékou Touré a dit, en Afrique, si tu deviens président, c'est la population qui fait de toi un dictateur. C'est-à-dire, il te laisse décider de tout, il te confie tout. Et si tu ne refuses pas ça, tu deviendras dictateur. Il dit, quelqu'un a volé au marché, on l'a attrapé la main dans le sac, il s'appelle Touré. Il va au tribunal, et dès qu'il a dit son nom Touré, le président a suspendu la séance, et a dit d'envoyer le dossier à la présidence, parce que le président s'appelle Touré. Il dit, voilà comment ça se passe. Il dit, c'est à nous d'éviter ça. Je vais vous donner des exemples très simples. J'ai fait un long séjour à l'extérieur et je retourne au Bénin. Et je constate qu'on a fait une cérémonie pour mon accueil, mais on a fait venir chez moi à la maison pour m'accueillir avant qu'on aille à la cérémonie toutes les grandes personnalités de notre organisation. Le premier vice-président de notre organisation est un ancien ministre de l'Intérieur, général d'armée. On le déplace avec son épouse. On déplace mes collaborateurs de grandes personnalités, on les déplace pour venir m'accueillir à la maison avant qu'on aille à l'activité. Mais je ne les ai pas ratés. Je ne les ai pas ratés. Moi, j'écoute Sékou Touré, j'écoute les aînés. C'est comme ça qu'on fabrique des dictateurs. C'est comme ça qu'on fabrique des gourous. C'est pas comme ça. Donc, c'est pour dire que si Jacob Zuma n'a pas eu le flair d'arrêter ça, comme Nelson Mandela, qui refusait ses honneurs et autres, ça te donne la grosse tête après et tu deviens dictateur. Même Ouad, qui avait évité ça pendant longtemps, est tombé dans le piège après. Et vous allez voir que la plupart des anciens opposants qui sont devenus présidents, c'est pareil. Aujourd'hui, osez faire des reproches à Laurent Gbagbo sur un plateau, vous allez voir combien de personnes vont vous écrire pour vous insulter. Osez faire des reproches au président guinéen, regardez combien de personnes vont vous insulter. Osez faire des reproches à Alassane Ouattara. Vous voyez, on confond, ils ont été bons avec, ils sont sans faute. On confond, ils ont fait de bonnes choses avec, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Alors que non, c'est en débattant, c'est en relevant ce qui ne va pas qu'on permet à la personne de se corriger, de se redresser et de continuer. Mais si nous faisons d'eux des gens qu'on ne peut pas critiquer, on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de leur dire. Non, une seule personne ne peut jamais être intelligente tout seul. Nelson Mandela a dit, pour prendre de bonnes décisions, il faut écouter tout le monde d'abord. Et après avoir écouté tout le monde, certainement, votre décision sera bonne. Parce que vous êtes enrichi de ce que tout le monde a dit. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, Nelson Mandela va au bureau. Des gens lui ont amené le journal qui dit que la criminalité a augmenté en Afrique du Sud. Et donc, ils sont venus lui dire que la presse est méchante. La presse est contre lui. Voilà la réponse de Nelson Mandela. Mais non, le ministre ne m'a pas dit ça. Ah, donc la criminalité a augmenté. Ah, il va falloir qu'on convoque une réunion pour travailler à diminuer la criminalité. Vous voyez un peu? Lui, il est content du fait que le journal a dénoncé quelque chose que son ministre lui a caché. Mais nous, on va dire non, la presse est contre nous, il faut fermer cette presse, il faut faire ceci. Non, les débats, les critiques permettent de savoir ce qu'on ne te dit pas autour de toi et donc de corriger les choses. Vous vous rappelez, on a fait un débat sur Sika TV où un professeur d'université nous a bien insultés. Mais si vous allez sur ma page Wikipédia, j'ai mis ça là. C'est-à-dire que quand on suit Code Poyo, on va lire ce que ce monsieur a dit pour nous insulter. C'est là. Parce que ça permet de voir que je ne suis pas accepté de tout le monde. Donc c'est très important d'écouter aussi les autres qui critiquent. On a fait une autre émission et un professeur du Bénin a pris le temps de critiquer, d'insulter. J'ai dit mais non, il a pris du temps pour me répondre. C'est une marque de considération. Même s'il n'est pas d'accord, je vais l'écouter et m'améliorer. Prenez nos émissions sur Sika TV, vous allez voir qu'on s'améliore tous les jours parce que les critiques nous amènent à corriger notre manière d'analyser les choses. Si ce n'est pas comme ça, on finit comme Jacob Zuma.
Alors, en Afrique du Sud, on sait qu'il y a un monument comme Nelson Mandela, un homme célébré, adulé, aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Comment on peut avoir un profil comme ça et ne pas l'imiter? Pourquoi est-ce que la succession à la tête de l'État, donc en Afrique du Sud, on va le dire, Thabo Mbeki, c'était pas forcément rose non plus. Aujourd'hui, Jacob Zuma, on a l'impression que au niveau de l'ANC, on n'a pas assez copié sur le modèle Mandela. Non, c'est un modèle totalement différent. Et quand vous prenez Mandela, on ne peut pas dire qu'on connaît toute sa vie, mais on a vu l'homme public, sa posture, son combat et toute l'idéologie qu'il a quand même portée. Donc on ne peut pas dire que Mandela est un homme parfait. Moi, je ne le dirais pas. Il doit avoir ses côtés sombres qu'on n'a pas quand même essayé de nous montrer ou que lui-même a travaillé quand même à cacher peut-être à la communauté. Mais je pense quand même que l'héritage de Mandela n'est pas bien entretenu par l'ANC. Ça, il faut le dire. Parce que si Mandela quitte le pouvoir, Thabo Mbeki vient et qui n'a pas pu finir son mandat, on le dégage. Pour amener Jacob Zuma, qui n'a pas pu finir également son mandat, on le dégage. Toujours pour des problèmes de gouvernance, et de corruption et autres. Je pense que ce n'est pas bien pour cette formation politique. Mais quoi qu'on dise, c'est la formation politique quand même qui se retrouve en majorité aujourd'hui. Donc je pense que celui qui est là aujourd'hui doit pouvoir quand même prendre des leçons sur ces deux personnages qui l'ont précédé après Mandela, pour savoir qu'il faut retourner à l'origine. Il y a des combats qui ont été menés en Afrique du Sud, et il ne faut jamais oublier ces combats-là, pour la liberté. Et celui qui prône la liberté, celui qui défend la liberté ne peut pas supporter les faits de corruption. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas applaudir dans les rues pour la liberté et se retrouver en position de gouvernance et saluer et applaudir des faits de mal-gouvernance. Là où il y a mauvaise gouvernance, n'importe comment vous impactez la liberté. Parce que si quelqu'un remplit le profil pour gagner un marché, que vous le laissez de côté pour aller prendre quelqu'un qui ne remplit pas les règles, ou bien qui ont donné des pots de vin par derrière, vous tuez la liberté, vous tuez l'intelligence, vous tuez tout ce qu'il y a de bon dans une société. Donc, je pense quand même que tous ceux qui se disent leaders, même le jeune qui était de l'ANC, qui faisait du bruit... Julius Malema. Oui, Julius Malema, qui est sorti de là pour créer sa formation politique aujourd'hui, qui vous dit que si on lui donne le pouvoir aujourd'hui, il va satisfaire tous les Sud-Africains. C'est pas évident. C'est pas évident parce que l'homme reste ce qu'il est. Mais tout dépend de la conviction personnelle de quelqu'un. Parce que l'entourage, n'importe comment, aura un impact sur vous. Je l'ai dit tantôt, la famille, les amis et autres. Certains qui vous diront, mais il ne faut pas faire l'erreur, tu vas devenir pauvre après ton séjour de président de la République. Il faut que nous, on ait les marchés, qu'on ait les entreprises, qu'on puisse gagner des milliards. Après, on va pouvoir même au soir de ta vie t'accompagner, t'assister et autres. Voilà des choses que vous allez entendre autour des présidents de la République. Et si vous avez le malheur de tomber sur un président encore prédateur dans son âme, c'est que vous êtes foutu. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont en difficulté rien que pour ça. Parce que le président est vorace, son ami est vorace, et bien son entourage et tous ceux qui sont autour de lui développent donc l'appétit vorace et le peuple se retrouve en difficulté. Il y a plusieurs pays, on n'a pas besoin de donner les noms de ces pays-là sur ce plateau. Mais le plus important, c'est de savoir que les leaders de l'ONC doivent pouvoir se retrouver et vraiment statuer sur les valeurs portées par Mandela, les valeurs défendues au moment de l'apartheid, et savoir que, regardez ce pays où on parle de taux de criminalité, c'est qu'on peut te tuer dans les rues pour rien du tout. À tout moment. À tout moment. Je pense que dans ce pays-là, il y a encore d'efforts à faire pour réduire la pauvreté. C'est vrai, c'est un pays qui est en avance, qui a été même déjà première puissance donc en Afrique, et le Nigeria qui aujourd'hui
est au sommet. Donc ce pays doit continuer à travailler et à retrouver les valeurs. Un chef d'État ne fait pas n'importe quoi. Un chef d'État, c'est un président qui est élu par le peuple pour conduire le peuple et non pas pour terroriser ou bien pour voler ou prendre de l'argent public pour construire un domicile privé. Et c'est des choses comme ça que vous entendez dans les pays africains. Et ça ne nous honore pas. Parce qu'à travers la bonne gouvernance, on peut s'imposer aux puissances extérieures. Seule la bonne gouvernance. Parce que le peu que vous avez, si vous n'avez même pas d'aide, le peu que vous avez peut permettre de vous imposer et de se faire respecter à l'étranger. Patrick Ampong-Poyon, Mandela, le modèle vendu, qui a donc, on va dire, beaucoup d'éléments pour attester de ce qu'il était un grand homme. Pourquoi personne n'arrive à le copier un peu en Afrique du Sud, tout au moins au sommet de l'État? En fait, l'ADN de Mandela est dans l'ADN de l'ANC et du peuple sud-africain. N'oubliez pas que pour que l'actuel président puisse prendre la barre et commencer par la redresser, il a dû prôner la lutte contre la corruption. Donc c'est pour vous dire que les membres de l'ANC, les militants de l'ANC et le peuple sud-africain est résolument et définitivement ancré dans l'ADN de Nelson Mandela. Maintenant, les dirigeants, n'oubliez pas qu'ils sont au même titre que Nelson Mandela. Ils sont pratiquement de ce groupe-là qui a fait les luttes et autres. Donc ça va passer. Hein. Je vous assure, les tentatives de troisième mandat, les tentatives de ceci-là, ça va passer. Mais ce qui va rester en Afrique du Sud, ce sont ces valeurs-là de Nelson Mandela. Ça tient et ça reste robuste. Maintenant, les leaders, vous savez, quand on est leader politique, on a du mal à apprendre. On a du mal à retourner à l'école. On a du mal à se documenter. On a du mal à faire des recherches. Et on est entouré que de personnes qui nous mentent, des personnes qui nous disent tout le temps c'est beau, c'est très bon, c'est fort, c'est comme ça, il faut faire et tout ça. Donc, il faut que véritablement nous passions cette époque pour préparer la relève, la génération montante. J'avais fait une formation un jour à l'état-major général des armées du Faso, aux officiers supérieurs de l'armée. Quand on a terminé la formation, ils ont dit non, c'est les chefs d'état-major même qui doivent faire cette formation. Parce que si nous on fait et eux ils ne font pas, ils vont nous conduire toujours mal. Donc vous voyez un peu, il y a la dernière fois toujours s'inspirant de Nelson Mandela, et non s'inspirant de grands auteurs en termes de stratégie, nous avons dit que tes soldats soient comme tes fils. Vous ne pouvez pas savoir dans le monde entier combien de soldats m'ont écrit pour dire qu'il faut qu'on fasse un séminaire pour les chefs d'état-major pour ça. Parce qu'ils ne considèrent pas les soldats comme leurs fils. Or, il est démontré que si vous considérez les soldats comme vos enfants, vous allez avoir plus de résultats. Ils sont prêts à mourir pour vous, pour votre sécurité et tout. Donc, bref, c'est pour dire que tout est à refaire. Les hommes politiques, lorsqu'ils ont atteint un petit poste là, ils ne veulent plus apprendre. Et c'est là le vrai problème. Ils veulent même plus lire les livres de leurs mentors. Ils veulent plus se nourrir de l'énergie de leurs mentors. Et c'est là le vrai danger. Un homme sans modèle qui n'apprend pas est comme une voiture sans frein et sans volant, qui va à tout va. Vraiment, il faut que nous continuions la pédagogie, nous continuions les émissions comme du genre pour que les gens comprennent, les hommes d'État comprennent qu'il y a une vie après la fonction et que cette vie peut être bien ou mauvaise selon la manière dont on a gouverné. Honoré Benjamin Naoum, votre mot de fin? Non, c'est pour donner l'exemple d'un président qui arrive à l'aéroport et il regarde la télé, il constate une protestation parce qu'on a organisé un concours de douane et les résultats sont attendus depuis des mois. Et il s'étonne et il appelle son ministre de l'économie pour dire « mais quel est le problème ?» Et le ministre lui dit que les cadres lui ont confié qu'il y a eu plus de candidats du Nord qui ont travaillé plus. Non, les candidats du Sud parce que le président est du Nord. Et le président leur demande, est-ce que ce sont des citoyens d'autres pays qui sont admis pour ce concours-là? Ils ont dit non. Et il a dit la nuit, il a proclamé les résultats sont sortis. C'est pour vous dire qu'autour des présidents, il y a des gens, vraiment, qui sont cupides et qui sont prêts à organiser tout et à enfoncer même les chefs d'État. Mais il faut être vigilant et respecter sa conviction. La conviction qu'on s'est donnée depuis le départ ou bien depuis qu'on a commencé donc à faire une lutte politique. Si on le fait ainsi,
on évite beaucoup de pièges. Et c'est à cela qu'il faut appeler, bien entendu, nos gouvernants. Éviter les pièges. Patrick Amopoyon, rapidement. Je voudrais dire simplement que nous venons d'apprendre qu'il y a un dossier au Bénin. Il a fallu que les gens protestent, qu'on leur prenne de l'argent, qu'on les rançonne, pour que le président entende, aille voir ce que c'est et constate qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc vivement qu'on encourage les protestations, vivement qu'on finance la presse qui dénonce, ça permettra aux gouvernants d'être informés et de prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est votre mot de fin. Vous êtes Patrick Amopoyon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'Ordre des coachs en développement intégral, président de l'association Fiat Monde, PDG de ATQMSA. Face à vous aujourd'hui, Honoré Benjamin Naoum, directeur de l'information de Sika TV. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Nuit. D'ici là, portez-vous bien.